Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va débriefer la plus belle journée football de cette année 2024. On va évidemment commencer par débriefer le match entre l'Allemagne et l'Espagne à 18 h et le second entre la France et le Portugal à 21 h. On va essayer de faire 5-6 minutes sur chacun des deux matchs parce qu'il y a énormément d'enseignements à tirer. Alors c'est une vidéo un peu improvisée, je ne voulais pas vraiment tomber dans l'analyse bête et méchante tactique de ces matchs-là. Je voulais vraiment tirer les tenants et les aboutissants, les enjeux de ces différents matchs et essayer quand même d'analyser aussi les matchs en profondeur, mais pas trop rentrer dans l'aspect tactique là aussi. Je vais commencer par évoquer le match entre l'Allemagne et l'Espagne. Ça a été un match très agréable d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de l'intensité, du rythme. Ce que je dis aussi souvent dans les vidéos, c'est que j'aime l'intensité, j'aime le rythme, j'aime quand les équipes vont chercher haut et je savais que sur le France-Portugal, on ne serait pas servi là-dessus. Donc j'ai profité de cette Allemagne-Espagne à fond à 18 h, un peu déçu qu'il n'ait pas lieu à 21 h ce match-là, parce que pour un Allemand, ça peut être difficile à comprendre que la sélection nationale ne joue pas à 21 h. Si vous avez des infos là-dessus, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que dans cet Euro organisé par l'Allemagne, eh bien les Allemands sur le quart de finale ont joué à 18 h, tandis que les Français et les Portugais ont joué à 21 h. Mais bon, ça c'est une aparté évidemment par rapport à ça. Mais il est vrai que sur ce match entre l'Allemagne et l'Espagne, j'ai trouvé beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme et beaucoup d'engagement. Beaucoup de joueurs ont pris énormément de cartons jaunes et donc beaucoup de joueurs sont suspendus pour la demi-finale côté espagnol, mais ça aurait été la même chose côté allemand. Il faut savoir que côté allemand, la majorité des joueurs qui étaient sur le banc de touche ont pris un carton jaune pour contestation ou pour un mauvais comportement. Donc il est vrai qu'il y avait énormément d'intensité, énormément d'enjeux et ça s'est vu avec un Toni Kroos excessivement agressif sur les premières minutes, sur Pedri qui lui a fait le genou. Je me demande même si Pedri n'a pas une torsion du genou. Je ne suis pas allé revoir l'état du jeune international espagnol, mais il me semble que Pedri devrait être évidemment forfait pour le match face à l'équipe de France en demi-finale, mais j'ai trouvé ces Allemands très agressifs sur le début du match. Ça s'est vu avec Toni Kroos, ça s'est vu aussi avec Gundogan, sur une faute aussi sur Lamine Yamal. Donc j'ai trouvé globalement cette équipe allemande plutôt nerveuse. Alors Toni Kroos, j'ai mis ça sur le fait que c'était évidemment son dernier match en carrière et que ça pouvait en tout cas être son dernier match en carrière sur le coup de sifflet initial de ce match-là. Donc je me suis dit que ça peut expliquer une certaine nervosité, mais j'ai trouvé les Allemands un peu nerveux. Il y a aussi eu beaucoup de fautes techniques, j'ai trouvé sur ce début de match. Une passe ratée de Kroos vers David Raum, une passe ratée de Havertz vers Gundogan. Donc j'ai trouvé globalement qu'il y avait des gestes techniques aussi ratés côté allemand sur les 20-25 premières minutes qui pouvaient traduire une certaine nervosité, mais c'est aussi dû au fait que tu joues à domicile, tu joues à Stuttgart dans une ambiance qui est vraiment incandescente. D'ailleurs hier l'ambiance à Stuttgart était complètement dingue et peut-être que ça a paralysé certains joueurs. Au niveau de la compo de départ des Allemands, eh bien, il y a eu des surprises avec Sané qui a été reconduit à la place du prochain héros de cette sélection allemande, Florian Wirtz, Emre Can qui a été titularisé à la place de Robert Andrich. Là aussi, ça a été surprenant, mais Nagelsmann a rapidement compris qu'il avait fait des erreurs au niveau de ses choix puisque Andrich et Wirtz sont rentrés dès la mi-temps à la place de Can et Sané qui ont été évidemment extrêmement décevants. Alors Leroy Sané sur le boulot défensif, il n'y a rien à lui reprocher, mais offensivement c'est quand même beaucoup plus compliqué et sur son entrée Wirtz a été beaucoup plus remuant, même si sur son entrée Wirtz on a carrément vu qu'il n'avait pas du tout les cannes pour faire ne serait-ce plus de 30 minutes dans ce tournoi parce que Florian Wirtz a l'air complètement cramé et il a fait sur l'ensemble du match, donc il a fait les 45 minutes de la deuxième mi-temps et il a fait la prolongation et on a vu un joueur qui était complètement cramé, qui n'était pas destiné à jouer ne serait-ce plus que 30 minutes dans ce tournoi. Donc je me demande à quoi c'est dû cette fatigue de Florian Wirtz, parce qu'à 21 ans, tu ne dois pas être aussi fatigué, en tout cas sur ton entrée en jeu. Peut-être que c'est dû au genou. Il est vrai qu'il a eu une opération au genou il y a quelques mois désormais. On sait que pour un jeune joueur, c'est souvent dur de récupérer. Peut-être que c'est dû au fait qu'à Leverkusen, il a joué 60-65 matchs cette saison, donc c'est compliqué. Mais voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que Florian Wirtz était autant cramé sur son entrée, même s'il a été, fut un temps, le héros de cette sélection allemande, parce que malgré tout, Florian Wirtz a fait une très bonne entrée sur un plan strictement technique. Physiquement, on l'a vu vraiment à la ramasse, mais techniquement, on a vu qu'il avait absolument tout changé. Andrich a remplacé Emre Can qui n'a pas été bon du tout, notamment techniquement pour conserver le ballon, ça reste quand même assez rudimentaire. Et côté espagnol, on a eu une équipe qui a parfaitement joué le jeu sur la première mi-temps, en tout cas le jeu de l'intensité. Ils sont rentrés dans le jeu de cet engagement physique face à cette sélection allemande et on a vu des actions rondement menées
par la sélection espagnole, ça passait beaucoup par le côté de Williams, par le côté de Yamal, ce qu'on avait vu sur les 4 premiers matchs de cette sélection espagnole. Mais il y a eu le coup dur de la blessure de Pedri qui a entraîné l'entrée d'Olmo. Et il est vrai que j'ai eu un peu de regret de voir Pedri sortir aussitôt du terrain, mais l'entrée d'Olmo a été exceptionnelle. C'est d'ailleurs lui le buteur en début de deuxième mi-temps pour venir cueillir à froid cette sélection allemande. Mais voilà, les entrées n'ont pas du tout été préjudiciables. Et Luis de la Fuente a pris un énorme risque parce que sur la deuxième mi-temps, il a sorti Yamal et Williams. Le premier à l'heure de jeu et le deuxième vers la 75e. Et du coup, tu t'es retrouvé avec Mikel Merino au milieu de terrain pour jouer un peu plus défensif. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que tu as fait rentrer Merino pour essayer de jouer un peu plus en bloc et qu'au final c'est lui qui t'a fait gagner le match. Alors oui, Yamal et Williams sont décisifs sur ce match-là, Yamal notamment puisqu'il est passeur décisif, mais les deux n'ont pas marqué. C'est le mec à qui il a demandé de bétonner derrière, Merino, pour remplacer Yamal et Williams, qui vient finalement te libérer dans la prolongation. Et ça, c'est complètement dingue. Ce qu'il ne faut pas éluder, c'est aussi le fait que c'était le dernier match de la carrière de Toni Kroos, ce qui pouvait expliquer aussi une certaine nervosité. D'ailleurs, sur le dernier coup de pied arrêté vers la 120e minute obtenue par l'Allemagne, et bien sur son dernier coup de pied arrêté de sa carrière, il rate complètement et il envoie son coup franc dans les gants de Unai Simon. Donc ça pouvait traduire une certaine nervosité. Globalement, je n'ai pas compris les choix de Nagelsmann. Pourquoi mettre Sané et Emre Can? Alors Sané, c'est compréhensible dans la mesure où Florian Wirtz a l'air complètement cramé sur ce tournoi, mais il y a d'autres options. Il y a Furich par exemple de Stuttgart, évidemment, dans son stade en plus, qui aurait pu être beaucoup plus pertinent comme choix. Mettre Emre Can, j'ai pas vraiment compris. On a vu que techniquement c'était compliqué. Côté espagnol, Luis de la Fuente, il a pris un énorme risque en sortant Yamal et Williams, mais finalement son kit ou double a parfaitement marché puisque sur la demi-finale, il aura Yamal et Williams frais comme des gardons et les Allemands peuvent nourrir des regrets. Il y a cette situation sur la main de Cucurella en prolongation. Moi, j'estime qu'il y a main. Maintenant, évidemment, c'est le choix de l'arbitre et si la VAR n'est pas revenue dessus, c'est que ils ont jugé que la situation n'était pas illicite et ça, il faut le respecter, d'autant plus que le match a lieu en Allemagne. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les arbitres, en tout cas le corps arbitral, désavantagerait le pays organisateur. Il y a les entrées de Füllkrug, il y a les entrées de Thomas Müller qui ont été plutôt intéressantes. Füllkrug qui a tapé le poteau, qui a évidemment buté sur un Unai Simon merveilleux sur sa tête où il passe devant Nacho. Et on a les Espagnols, en tout cas les Espagnols du Real Madrid qui sont très roublards avec Nacho qui essaye d'exclure Florian Wirtz qui avait déjà un jaune en simulant une prétendue faute du milieu de terrain de Leverkusen. Et on a Carvajal qui agrippe littéralement Jamal Musiala pour l'empêcher de passer sur la dernière situation allemande. Donc on a aussi les Espagnols qui maîtrisent parfaitement le vice et globalement j'ai beaucoup aimé ce match, beaucoup d'intensité, de rythme, de qualité technique, mais ça on l'avait prévu et au final une victoire espagnole avec Mikel Merino qui vient tuer les ardeurs allemandes. Je m'attendais déjà à la séance de tir au but et au final magnifique centre de Dani Olmo pour la tête de Mikel Merino pour qualifier les Espagnols, des Espagnols qui seront amoindris en demi-finale puisque Carvajal, le Normand et Morata ne seront pas là, Pedri également même s'il y a une certaine interrogation sur son genou, mais voilà, match plutôt agréable, peut-être le plus beau match de l'Euro, mais ça on l'avait prévu, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais qui aura finalement souri à la Roja. On va maintenant passer sur ce France-Portugal à 21h et il y a moins de choses à dire. Alors j'ai beaucoup épilogué quand même sur ce Espagne-Allemagne, 7 minutes 50, mais je vais parler de ce France-Portugal et on va pas se mentir, on s'est plutôt ennuyé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les 5-10 premières minutes, il y avait eu des bribes quand même d'intensité. C'est très cher à moi, l'intensité, j'adore l'intensité en football. On a eu quand même une équipe de France plutôt conquérante sur les 5-10 premières minutes avec pas mal de décalage de Griezmann vers Théo pour essayer de mettre de la vitesse. Mais globalement, on a eu ce Deschamps qui est revenu avec la stratégie résolument défensive. Cette fois-ci, c'était pas Thuram, mais c'était Randal Kolo Muani. Dembélé était encore sur le banc. D'ailleurs, Dembélé qui a fait une super entrée, qui a été élu homme du match, qui a été super remuant sur son entrée. Et on a vu que ça changeait complètement d'avoir un joueur rapide, technique sur le côté, et plutôt que d'avoir des Kolo Muani, plutôt que d'avoir des Mbappé à ce niveau-là, parce que Mbappé n'est pas bon, mais en fait l'entrée de Dembélé n'est pas bonne parce que Dembélé est énorme. Elle est bonne parce que Dembélé t'apporte un profil que tu n'avais pas, c'est-à-dire un profil technique, un profil rapide, virevoltant, qui va venir dribbler, fixer les défenseurs adverses. Et ça, tu ne l'avais pas depuis le début du match avec Kolo Muani et Mbappé. Mbappé se contente de décrocher et joue sur un rythme très bas, et Kolo Muani a des limites techniques absolument évidentes. Et Dembélé, quand il est rentré, il t'a apporté autre chose. Tu avais ce milieu de terrain, encore une fois, cette bataille qui était très intéressante avec Vitinha qui essayait de faire le jeu comme il pouvait, mais il était
été pris par le pressing français. D'ailleurs, le pressing, je l'ai trouvé plutôt intéressant, pas très intense, mais en tout cas, il essayait d'empêcher les sorties de balles portugaises. On n'est pas resté dans un système attentiste à essayer de se dire on va les laisser jouer. On a quand même voulu essayer d'aller les chercher, mais globalement, c'est toujours le même problème pour l'équipe de France et je pense que le tournoi, on peut tout à fait le gagner comme ça. Et je pense que dans l'esprit de Deschamps, il y a une volonté de gagner le tournoi de cette manière-là, c'est-à-dire en défendant et en essayant de saisir sa chance offensivement. Mais malheureusement, le problème, c'est que tu manques d'efficacité offensive. Mais dans la tête de Deschamps, il faut gagner tous les matchs 1-0. Mais le problème, c'est que tu n'es plus aussi efficace qu'en 2018, qu'en 2021 ou encore qu'en 2022 parce que Mbappé est hors de forme, parce que tu n'as plus Benzema, parce que Giroud n'est plus ce qu'il était aussi, Griezmann aussi. Donc il y a une défaillance des cadres. Giroud qui est sur le banc, Griezmann qui est moins bon, Mbappé aussi qui évidemment est gêné par ce masque et qui a été en méforme toute l'année au Paris Saint-Germain, donc c'est compliqué. Enfin en méforme, il a eu des bonnes statistiques, mais globalement c'est pas le Mbappé de la Coupe du Monde 2022. Donc forcément ça devient laborieux. Tu n'as plus Benzema aussi pour t'apporter de la technique devant. Donc offensivement ça peut s'expliquer par tous ces facteurs, le fait que tu n'arrives plus à être aussi efficace, mais défensivement il y a des mecs qui ont fait des matchs énormes. Koundé face à Leao qui avait déjà été énorme face à Doku et qui va devoir affronter Nico Williams, mais maintenant je lui fais confiance à Jules Koundé. Je pense qu'il a totalement gagné sa place sur le côté droit de l'équipe de France et je retourne ma veste aussi parce que j'avais été très critique envers lui, mais je pense qu'en football il faut savoir faire son mea culpa et Koundé constitue l'une des principales satisfactions de cet Euro 2024. Saliba ou Upamecano, mais surtout Saliba que j'ai trouvé extrêmement solide et je me demande comment ce mec a pu être sur le banc de l'équipe de France pendant autant de temps. Au milieu de terrain c'est compact aussi, mais maintenant la même problématique qu'on va avoir, c'est que maintenant on va jouer les Espagnols. Et même si les Espagnols sont amoindris, ça reste quand même selon moi meilleur que les Portugais en termes d'efficacité. Ils en ont collé 4 à la Géorgie, ils en ont mis 2 à l'Allemagne hier. Donc attention quand même à cette sélection espagnole et j'ai peur des côtés. Alors même si Théo et Jules Koundé sont évidemment très solides depuis le début du tournoi, attention à Yamal et Williams qui sont selon moi sur ce tournoi en tout cas meilleurs que Leao et Bernardo Silva. Et ça évidemment ça peut être compliqué à gérer. Puis l'Espagne c'est une équipe qui touche le ballon, c'est une équipe qui fait tourner, c'est une équipe qui a ce jeu de possession dans les gènes, dans la tradition beaucoup plus que le Portugal. Le Portugal c'est improvisé, équipe de jeu de position, de possession, mais l'Espagne c'est ancré dans leur ADN. Donc attention, même si Pedri est absent, attention quand même à Rodri, à Ruiz, à Olmo. On a vu que ce mec-là avait aussi pas mal de qualité. Donc voilà, on va voir évidemment sur cette demi-finale, mais ça va être très intéressant à suivre. Je pense que le vainqueur du France-Espagne a 70% de chance de gagner l'Euro derrière. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce France-Portugal. Je vais conclure pour parler de cette séance de tir au but et depuis 1998, la France n'avait pas gagné une séance de tir au but sur une compétition internationale. Hier, on a brisé cette malédiction et j'ai apprécié le courage des 5 joueurs qui sont allés tirer, que ce soit Barcola, que ce soit Youssouf Fofana, que ce soit Ousmane Dembélé. Je n'étais pas vraiment confiant avec Ousmane Dembélé et il fallait avoir du courage parce que cette équipe portugaise et surtout Diogo Costa, le portier du FC Porto, il venait de repousser 3 pénaltys contre la Slovénie en 8e. Donc il faut avoir la tête solide pour affronter un gardien qui venait d'être aussi performant sur le tour précédent et au final ça l'a parfaitement fait. Maignan n'a pas dû s'employer puisque Félix a catapulté sa frappe sur le poteau et ça permet à l'équipe de France de se qualifier. Et je pense qu'au vu de la séance de tir au but solide qu'on a livrée sur le plan mental mais aussi technique face aux Portugais hier, je pense que ça a conforté Deschamps dans l'idée de continuer à jouer les 0-0 jusqu'à la fin de la compétition et peut-être que le tournoi sera gagné de cette manière-là. Ça va gêner quelques Français, moi ça me gêne de gagner comme ça. Maintenant, au final, tu gagnes, il faut se montrer pragmatique, c'est comme ça que ça se passe dans l'esprit de Deschamps. Il y a beaucoup de critiques aussi, mais Deschamps en fait c'est qui tout double. C'est soit il se qualifie et c'est un génie du pragmatisme, soit il se fait éliminer et on dira oui mais ça manquait d'ambition dans le jeu, il a été frileux. C'est ça aussi le risque avec la philosophie de Deschamps, c'est que oui tu es pragmatique et tout le monde loue tes qualités quand tu gagnes parce que tu bases toute ta philosophie là-dessus, mais le jour où tu perds et que tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, eh bien les gens vont commencer à être très critiques envers toi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.